Salut YouTube. Ouais, aujourd'hui, on parle de basket. Et pourquoi on parle de basket? Parce que j'aime beaucoup le basket. C'est un sport que j'apprécie particulièrement, que beaucoup de monde apprécie particulièrement. Et voilà quoi. Bah c'est parti, hein. Aujourd'hui, comme j'ai précisé dans le titre, bah du coup ce sera précisé là dans le titre de la vidéo que aujourd'hui on va faire un petit focus sur un certain joueur de basket. Non, je rigole. C'est pas. Ça, c'est Stephen Curry. On s'y attaquera un autre jour. Nous, aujourd'hui, je sais pas si vous connaissez, hein, celui à qui j'ai envie de m'attaquer, plus, hein, c'est pas du tout Stephen Curry. Ce Stephen Curry, bon, ça a été déjà vu de long en large. Pas trop d'intérêt à parler de lui comme ça dès maintenant tout de suite, là, même si, bon, il est bon à ce qui paraît. Mais bref, nous, aujourd'hui, on va parler de ce monsieur. Attendez, je m'enlève. 2 secondes. Paf, non, c'est pas le bon. Et voilà. On va parler de ce petit monsieur. Ce petit monsieur, qui c'est, vous allez me dire? Eh ben, vous savez pas qui c'est? Eh ben, c'est bien triste. Ce petit monsieur, c'est Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, c'est pas n'importe qui. Il paraissait être n'importe qui à cette époque-là, mais vous allez voir que maintenant, c'est devenu quelqu'un qui est dans les discussions pour être le joueur le plus dominant de l'histoire, s'il continue comme ça, et possiblement le meilleur joueur de basket de l'histoire. Et ce pour plein de raisons. Par où commencer pour parler de lui? On va parler de sa vie peut-être un peu, avant qu'il aille en NBA. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Où il est né? D'où il vient? Il faut savoir que Giannis Antetokounmpo est né le 6 décembre 94 dans la banlieue d'Athènes. C'est fils d'immigrés nigérians qui a été sportif de haut niveau. Bref, il a, dans un sens, du coup, toujours eu cette culture du sport dans sa famille et tout ça. Du coup, on va dire qu'il s'est vite attaqué. Mais c'est pas ça un des faits les plus importants. Faut savoir aussi surtout que jusqu'à ses 13 ans, il vendait des fausses montres dans la rue pour se faire de l'argent. Voilà. Faut s'en rappeler. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur cette partie-là et tout, parce que nous, ici, ce qu'on veut, c'est bouffer des stats et du ballon orange, là. Bouffer du basket, voir des trucs de fou. Et ça, des trucs de fou, croyez-moi, il en a fait beaucoup. Alors, on va commencer par quoi? Sa carrière en junior, comme on est censé faire à chaque fois. Eh ben, c'est pas grand chose de ce qu'il a fait pendant sa carrière junior, le Giannis. On sait pas grand chose de ce qu'il a fait et bah c'est un peu embêtant parce que la plupart on sait où est-ce qu'ils ont été, on sait genre par exemple la plupart des joueurs qui ont fait leur carrière aux États-Unis font leur carrière junior en NCAA qui est le championnat universitaire. On a des exemples un peu connus, genre je vais vous prendre Stephen Curry qui était chez les Wildcats de Davidson. Il y avait qui d'autre Oh, je saurais pas vous citer d'exemples là comme ça. J'ai que Stephen Curry en tête. Mais oui, bah il y a Zion Williamson qui était dans la grande équipe universitaire de Duke. Ouais, c'est ça. Ils passent tous en général aux États-Unis par le championnat NCAA. Après, la différence c'est que bah en Europe on n'a pas ça. Et des Européens peuvent s'exporter en NCAA, mais c'est très compliqué. Donc la plupart des Européens, bah, ils passent par un circuit semi-pro où ils sont déjà pros avant d'arriver en NBA. Contrairement à beaucoup de joueurs américains du coup. Ce qui fait qu'en général, bah, ils partent avec un petit avantage. Lui, Giannis, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa carrière junior du coup? Pas d'infos. Bonjour Cantoche. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Giannis pour sa carrière semi-pro? Bon, j'ai un peu commencé,
T'as pas raté grand-chose, des petites infos sur quand il était jeune, tout ça, d'où il vient, tout ça. T'as pas raté de trucs importants. Mais merci d'être là déjà, Cantoche le dieu. Du coup, sa carrière de basket, hors carrière junior. T'es là depuis le début? Oh, Pixel! Hors sa carrière junior. Parce que là, on n'a pas d'infos là-dessus. Saison de 2011 à 2012. Pas de stats faramineuses et tout ça, c'est sa première saison, un gros niveau de basket, on peut dire quand même. Il est en semi-pro au, laissez-moi, Philatlitikos Basketball Club en Grèce, en 3e division grecque. Ce qui n'est clairement pas énorme. Mais c'est un début. Faut bien commencer quelque part. La suite. Bah, à partir de là, il commence à jouer, il fait ses petits trucs, il joue, il apprend à jouer au basket, tout ça. Enfin, apprend à jouer au basket. Il y avait déjà joué avant, mais il continue, il se construit et tout ça. Bref. Faut savoir, oui, un truc que j'ai pas mentionné. Faut savoir qu'il hésitait beaucoup entre le foot et le basket. On aurait pu, s'il avait choisi le foot, on serait passé à côté de ce monsieur. Ce qui est un peu dommage. Du coup, saison 2011-2012, il est en semi-pro. Saison 2012-2013, il passe en pro, toujours dans le même club. Et du coup, il va en 2e division grecque. Un step-up, ça montre que il est bon, qu'ils lui font confiance et qu'il commence à avoir un vrai niveau. Soccer, le football classique, le football européen. C'est le Giannis Antetokounmpo est grec. Donc c'est bien du soccer. Ouais, quand tu verras, tu vas voir après, il aurait pu faire du foot américain sans problème, je pense. Du coup, saison 2012-2013, il est en pro. Respect à lui, bravo, progression, c'est bien. Il prend niveau, il prend petite réputation quand même. Mais, décembre 2012, un club espagnol de Saragossa, en Espagne, lui fait signer un contrat sur 4 ans. Mais, le contrat commence que pour la saison 2013-2014. Ce qui fait que il va continuer sa saison dans son club grec, tout ça, et à la saison qui suit, 2013-2014, paf, il part en Espagne. Faut savoir aussi que plusieurs gros clubs européens étaient intéressés, dont le Barça, pour le recruter. Donc, c'est que vraiment, il commençait à se faire un nom. Mais, si on en est là pour parler de lui, et parler de NBA, c'est qu'il y a eu un twist. Il y a un moment, il s'est fait recruter par une équipe d'NBA. Eh oui. Le 28 avril 2013, c'est là que il prend la décision qui va tout changer pour lui. Il s'inscrit à la draft en NBA. Faut savoir que pour s'inscrire à la draft de NBA, techniquement, tout le monde peut s'y inscrire. Techniquement, il doit y avoir des petits twists que je n'ai pas en détail parce que je suis pas allé non plus trop trifouiller en détail du truc, mais pour s'y inscrire, il faut avoir au moins 18 ans au moment de la draft et avoir fini le lycée depuis au moins 1 an. C'est les 2 conditions principales. Voilà. Ensuite, il s'inscrit à la draft. Waouh, on ne sait pas s'il va être sélectionné, on ne sait pas en combienième place il va être sélectionné. Il faut savoir qu'il peut y avoir des grosses surprises. On parlera de Nikola Jokic, qui est le dernier MVP de la NBA, le MVP de la saison du coup 2020-2021, qui a été sélectionné en 42e position quand il avait été recruté par les Denver Nuggets. Donc, peut y avoir des grosses surprises. Et actuellement, c'est le meilleur joueur à son poste. Du coup, arrive le moment de la draft en juin 2013 pour lui. Grandes attentes, on ne sait pas. Surprise, il sera sélectionné 15e de la draft. 15e, sachant que il était en 2e division grecque. 2e division grecque, c'est même pas le championnat principal de son pays. Et le championnat grec, on va pas se mentir, c'est pas la joie. C'est pas énorme. Donc bon. Ils ont fait ce choix, les Bucks, voilà. Les gens sont surpris.
Voilà. Ah oui, il faut savoir que, possiblement, ce qui a pu faire que, du coup, il a été drafté par les Milwaukee Bucks, franchise chez laquelle il est toujours, et il pourrait potentiellement passer toute sa carrière. Ce qui a fait qu'il est sélectionné en 15e position, c'est pas rien. C'est surtout ses stats qui ont beaucoup aidé sur la saison 2012-2013, du coup, qu'il a passé en 2e division. Il a joué 26 matchs au total, 22 minutes et demie de moyenne de temps de jeu par match, ce qui en soi est très convenable pour une 2e saison à ce niveau-là. Enfin, une première saison en pro. Ses moyennes, du coup, bon, il est à 9,5 points en moyenne. Salut, ça Triton, ça va? Bienvenue. Il est à 9,5 points de moyenne, 5 points de moyenne, 1,4 passes par pareil, un contre par match, qui est pas mal. Par contre, en précision, il tire à 40% au shoot, 46, pardon, ce qui est très bien. Il tire à 62% au lancer franc. C'est correct. C'est bien. Enfin, c'est correct. Et il est sélectionné. Du coup, il est sélectionné. Dans le match comme un All-Star dans le championnat grec. Les All-Stars, faut savoir que il y a ça dans plein de sports. J'ai la caméra un peu floue, c'est chiant. Tant pis. Faut savoir que c'est ça dans pas mal de sports, c'est les meilleurs de l'année qui sont sélectionnés dans une équipe et puis voilà. Des fois, il y a 2 équipes de All-Star qui s'affrontent, comme en NBA pendant le All-Star Weekend où il y a plein de trucs. Et du coup, voilà. On arrive du coup à la partie où on va parler de ses stats en NBA. Et là, on va commencer à avoir des trucs très sympas. Mais d'abord, avant de parler des stats en NBA, qu'on se rende compte de l'évolution physique du monsieur. Ça, là, le petit gars que vous voyez là, c'est Giannis dans sa saison rookie. Pas forcément dans sa saison rookie, mais quand il était jeune. Vous voyez à peu près le physique du mec et tout ça. Ça, c'est Giannis en 2018. On voit quand même que, à peine plus musclé que moi, quand il était jeune. Là, quand même, on voit comment il est foutu en 2018. C'est assez impressionnant. Mais, voilà, il y a aussi une autre image qui avait beaucoup tourné de lui, suite à un gros dunk qu'il avait mis. C'est celle-là. On voit que le boug est énervé, que le boug est musclé, qui pèse pas mal, mais avec quasiment que du muscle. De toute façon, enfin, un peu de matière grasse quand même, mais quasiment que de ça. Enfin bref, le monsieur est plutôt strong. Maintenant, on va passer sur une partie qui est intéressante, qui va être un peu longue, qui va nécessiter un peu d'explication, mais que vous verrez, ça va être cool. Alors, tac. Désolé, il me faut juste un petit truc. Tac. Hop. Voilà. Alors, faut savoir, pour les stats, pour mettre en place le truc, parce que je vais comparer ces stats à 4 autres joueurs. Et pas n'importe, à 3 autres joueurs. Et pas n'importe lesquels. Parce que la discussion dans laquelle il est, c'est il peut devenir le joueur le plus dominant de l'histoire et le meilleur joueur de l'histoire. Rien que ça. Il est dans sa discussion et le palmarès va beaucoup jouer. Ça, on va en parler juste après. Mais là où j'ai besoin de ce petit paint, c'est pour une chose. Pour que vous situiez à peu près les postes au basket. Au cas où vous connaissiez pas, tout ça. Il y a des petits détails que je connais pas trop. Mais voilà. J'ai les idées, j'ai les trucs de base. Enfin bref. Tac, ça, c'est le petit rond de la moitié de terrain. C'est là où souvent il y a le logo sur le terrain des équipes.
Tac. Là, bon. Bon, les bords, on va dire qu'ils sont sur le côté, hein, tranquille. Il y a des rôles bien différents, ça c'est clair. Et justement, on va y venir, mais c'est clair qu'il y a des rôles bien différents, mais c'est ce qu'il arrive à faire. Et tout ça, enfin, ce qu'il arrive à faire, ça joue beaucoup. Ce qu'il arrive à accomplir en termes de shoot, en termes de défense, en termes de palmarès, c'est ça qui fait que bah il est dedans, tu vois, il peut prétendre à être le meilleur joueur de l'histoire. Mais oui, le poste joue beaucoup. Certains rôles sont niqués et pourront jamais prétendre à meilleur joueur, je pense. Bah, justement, il y a dans des exemples que je vais donner, il y a des joueurs qui peuvent prétendre à meilleur joueur, mais qui ne le sont pas parce que bah pour l'instant c'est Michael Jordan. Et Michael Jordan, bah c'est pas n'importe qui. Mais ouais, souvent on aura plus tendance à mettre des point guard, enfin le meneur quoi. C'est ouais, point guard c'est en anglais, c'est du coup meneur. C'est celui qui va être le plus souvent amené à faire le jeu, à prendre les décisions, à faire les trucs. Waouh, c'est impressionnant, c'est trop fort et tout. Et c'est plus celui qu'on va beaucoup voir, qui va faire les trucs les plus importants pour l'équipe et souvent c'est eux les plus importants, quoi, les plus dans la discussion. Et du coup, tac, bon, les proportions sont pas respectées. Eh ben j'ai perdu ma souris. Voilà, les proportions sont pas du tout respectées. Et ouais, pour revenir, ouais, il y a des joueurs qui montrent que c'est possible de prétendre à ça sans être le meilleur, sans être au poste le plus adapté. Mais c'est là où Giannis va arriver et va tout changer. Du coup, en général, position du point guard, du meneur, ça va être autour de la zone, par là, organiser le jeu, va faire pas mal de déplacements, tout ça, mais il peut très bien aussi passer par l'intérieur de la zone, il y en a même qui vont dunker. Parce qu'il y en a qui sont assez grands, qui sont assez musclés pour ça, et voilà, c'est des Russell Westbrook, des Giannis et tout. Tac. C'est le rôle principal, organisation de jeu, tout ça. Bref. Ensuite, on a le SG qui correspond à shooting guard. Shooting guard, lui, c'est le mec qui va souvent être plutôt hors de la raquette pour réceptionner les balles en fin d'action quand il y a besoin, pour tenter des gros shoots, ou alors qui va rentrer un peu dans la zone des 2 points. Mais genre souvent, eux, ils vont pas beaucoup aller au dunk, mais ça va être souvent par là, tu vois, dans toute cette partie-là, qui vont aller au maximum, qui vont mettre des petits 2 points, qui vont être très pratiques, faire gagner un peu de score à l'équipe et tout ça, enfin bref. Ensuite, là, ça devient un peu plus technique, je suis pas trop renseigné sur ces postes-là, je préfère le dire tout de suite, c'est les 2 ailiers, tac, le small forward et le power forward. L'ailier et l'ailier fort. Eux, leur poste, c'est faire du mouvement dans la raquette, créer de l'espace, rester proche des mecs en défense. Leur rôle, c'est s'occuper de faire le jeu dans la raquette, quoi. Concrètement, de base, le rôle général, c'est ça. Et ensuite, t'as un 5e, c'est le pivot. Et c'est là où il y a 2 joueurs des 4 dont on va parler aujourd'hui 2 joueurs des 3, je veux dire, auxquels on compare Giannis, qui vont montrer que ce poste-là, il est pas mal. Et dont on en a un actuellement, Nikola Jokic, encore une fois, dont j'ai mentionné tout à l'heure, dernier MVP, sélectionné en 42e position de draft, qui joue à ce poste et qui, il est en train de montrer que même les gros gars, les pivots, ils peuvent tout faire. Genre, tu en laisses de l'espace, tu les laisses progresser, avec la NBA qui change, grâce à des Stephen Curry, tout ça, que ils sont capables de beaucoup de choses. Alors, là, voilà. Cette partie-là, sur les postes et tout ça, c'est expliqué. Voilà. C'était pas idéal, mais ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux stats. Par qui on commence? On va commencer par le plus impressionnant, presque.
parce que bah voilà, faut bien parler de lui à un moment quand on parle de stats en NBA. Et en défense, bah en général, ça va dépendre de l'équipe que tu as en face. En fonction des joueurs qu'il y a dans l'équipe en face. Tu auras toujours, c'est sûr, le pivot qui va être plus. Attends, merde, bon, je l'ai enlevé, mais qui va être plus dans la petite zone, dans la zone des 2 points ou en dessous du panier pour les gros contacts et tout ça, enfin avec l'autre pivot, pour empêcher d'aller faire un max de dunk et tout ça, pour prendre un max de rebond, ça va être surtout ça son rôle à lui. Tu auras en plus toujours, comme dit avant, là, les 2 ailiers qui vont toujours, en général, être dans la zone des 2 points pour bloquer un maximum d'espace. Et après, les 2 derniers, là, le point guard et le shooting guard, eux, leur but, ça va être d'être à la limite plus de la zone pour gêner au maximum les shoots à 3 points, etc. Et après, oui, du coup, en fonction des mecs en face, t'as plus ou moins de boulot à faire. Si on prend l'exemple d'une équipe qui défend sur Stephen Curry, désolé, je suis obligé de faire référence à lui encore une fois. Mais Stephen Curry, c'est le genre de joueur qui font que si tu mets pas 2 mecs minimum sur lui, c'est compliqué à gérer. Et du coup, t'as toujours 2 mecs minimum sur lui, à savoir du coup, logiquement le point guard et le shooting guard, ce qui va libérer de la place pour un mec de son équipe qui va être jamais défendu a priori, et créer des mouvements de balle et derrière avoir des tirs ouverts, c'est-à-dire avec personne sur lui, où il peut tranquillement prendre son tir, le mec de son équipe, et voilà. En fonction de contre qui tu défends, c'est plus ou moins compliqué. Et justement, là, à part Jordan, dont on parlera juste après, les 3 mecs, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain et Giannis Antetokounmpo, c'est des anomalies. C'est des mecs, tu sais pas comment défendre sur eux. Du coup, on va commencer avec, Monsieur Chamberlain. Est-ce que vous voyez assez ou faut que je zoome un peu plus? Pardon, au pire, je zoome un peu plus. Voilà, on fera quelques scrolls. Du coup, voilà. Le palmarès, si faites pas gaffe, j'en parlerai un peu plus tard. Tac, tac, voilà. Ok, nickel. Le palmarès, si faites pas gaffe, j'en parlerai un peu plus tard. Du coup, voilà. Will Chamberlain. Position justement, on en parlait tout à l'heure. C'est un pivot. Mais... Ah merde. Ah ouais, voilà, là. Voilà. Parfait. Faut voir ses mensurations. 2m16, 124 kg. Il faisait genre 2m34 d'envergure, à peu près. Regardez en quelle année il a commencé à jouer en NBA. En 1959. Un mec qui a ce physique en 1959, c'est anormal. Ce mec, c'était la première des anomalies physiques. Enfin oui, des anomalies en termes de physique du coup pour les joueurs en NBA. C'est le premier qui était considéré comme inarrêtable. Et donc, du coup, là où ça se voit beaucoup, c'est sur sa ligne de stats. Il a joué 1045 matchs et voilà. 30 points de moyenne. Autant le 30 points de moyenne, c'est pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est le nombre de rebonds. Genre 22,9 rebonds. C'est irréel. Sur une carrière, sur 1045 matchs, en moyenne, il a 22,9 rebonds. Ouais. À l'époque, les gens étaient quand même bons, tu vois. C'était un basket qui jouait différemment, ça c'est clair. Mais le truc, c'est que les mecs étaient moins grands. Les mecs étaient moins baraqués. Du coup, c'était free pour lui, quoi. C'était gratuit. Et ouais, on voit genre un tir à 54% de moyenne. Bon, c'est lancé franc. Affreux.
affreux au lancer franc. 51%. C'est clairement pas bon. Merde, ça crache.